Aujourd'hui, l'image de la politique, elle est déplorable. On ne sollicite pas assez l'avis des gens, selon moi. Et c'est comme ça aussi, je pense, qu'on arrivera à redonner un peu une certaine part de confiance en la politique. On donne la parole aux citoyens. Maintenant, est-ce que les citoyens prennent la parole? Souvent, on fait la critique aux politiques de ne pas peut-être être assez à l'écoute ou de ne pas aller au-devant des citoyens. Mais est-ce que les citoyens, eux, font l'effort d'aller vers les politiques? C'est que parfois, je pense qu'on a un peu trop privilégié le centre-ville au détriment de certains quartiers. Alors aujourd'hui, oui, il fallait magnifier les cuissons, il fallait embellir la ville, le centre-ville. Sauf que quand on regarde les quartiers de première ou deuxième couronne, parfois ça laisse un peu à désirer. On est en désert médical, je pèse mes mots à Nîmes. Tu veux changer de médecin généraliste, tu peux pas, ou en avoir un. Si tu es nouvel arrivant à Nîmes, c'est une catastrophe. Ophtalmo, même combat. Dermato, même combat. Qu'est-ce que le politique, le pouvoir public, le maire est en capacité de faire? Et est-ce que sur Nîmes, on peut faire quelque chose? Et si oui, quoi ou comment? Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode du podcast Nîmes Avenir. On est avec Julien Plantier, Valérie Bienier et Bruno Rochard. Julien, est-ce que tu peux rappeler un petit peu l'ambition derrière ces épisodes? C'est la première fois qu'on te voit sur YouTube, du coup, sur des formats longs comme ça. Pourquoi on crée justement ces petits épisodes, ces petits regroupements? Bien écoutez, bonjour à tous, bonjour Théo, bonjour Valérie, bonjour Bruno. On a souhaité, dans le cadre de cette élection municipale, à 6 mois d'une échéance importante pour la ville, créer une nouvelle forme de contenu avec ces podcasts, c'est-à-dire qu'on a souhaité donner la parole à des habitants de la ville, à des acteurs de la ville, au travers d'un thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un échange, un débat sur des problématiques qui sont liées à la ville de Nîmes et à la commune, qu'on puisse donner la parole, qu'on puisse échanger, qu'on puisse débattre. C'est un format un peu innovant. Je suis ravi qu'on puisse le créer et qu'on puisse l'expérimenter ensemble. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place tout au long de la campagne municipale, avec un rendez-vous tous les 15 jours, 3 semaines, qui nous permettra d'arriver progressivement jusqu'au premier tour en ayant abordé l'ensemble des sujets qui peuvent intéresser les Nîmoises et les Nîmois dans le cadre de la campagne. C'est vrai que c'est une grande ambition du côté Nîmes Avenir, et même toi, quand tu t'es lancé en politique, de dire on peut pas donner la parole aux concitoyens que les 5 ou tous les 5, 6, 7 ans. Justement, il faut des rendez-vous plus courants, il faut aller tous les samedis ou tous les vendredis sur la place du marché, parler avec tout le monde, aller à la rencontre et tout ça. Et justement, ce rassemblement là, qui a une portée digitale plus grande, et en est un peu l'exemple, quoi. Ouais, totalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien que la politique, elle a évolué. La société a évolué aussi, et donc il faut qu'on puisse s'adapter par rapport à cela. Et aujourd'hui, pour donner envie aux gens de s'intéresser à la chose publique, à la politique et encore plus à l'échelle d'une ville, je trouve que c'est un format un petit peu nouveau qui va peut-être permettre à la fois de donner un nouvel éclairage, de donner des témoignages, et qui va aussi alimenter le débat, parce que ce qui est important, et ça c'est vachement important selon moi, dans le cadre de la politique, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait du débat. Il y a de la contradiction, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, il y a des gens qui voient les choses d'une certaine manière, d'autres qui le voient d'une autre manière, et il faut qu'on puisse se respecter. Et l'objectif de ces rendez-vous, c'est qu'on ait des témoins. Aujourd'hui, c'est le cas avec Valérie et Bruno, parce que ce sont des acteurs de la ville, des habitants de la ville, et je pense qu'ils ont des choses à dire, et c'est ce qu'on voulait faire au travers de ce nouvel outil, c'est leur donner la parole et qu'on puisse discuter et échanger. Oui. Valérie, je vais te laisser te présenter. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc, je suis Valérie Bienier. Je suis artisan commerçant en centre-ville. Je suis l'horloger des Halles, installé depuis bientôt 30 ans maintenant. Donc, J'ai vu en faisant mes recherches 29 ans d'activité. Exactement, voilà, tout à fait. Donc, effectivement, j'ai pu éprouver la modification de la ville et des attentes des personnes. J'ai également été présidente de l'association Cœur de Nîmes, qui a été une très belle association qui a réuni jusqu'à 240 commerçants, avec une grande diversité d'adhésions, puisque ça allait des métiers de bouche, artisans, commerçants, dans le domaine du textile et encore d'autres domaines. Donc ça, c'était une belle aventure aussi. Et aujourd'hui, pourquoi tu prends la parole avec Julien sur ce plateau? Parce que d'abord, j'ai été invitée, donc merci. Donc ça, c'est déjà une chose intéressante. Justement, pour faire part un petit peu de mon ressenti à la fois personnel, à la fois en tant que commerçant artisan, puisque j'ai la chance de pouvoir échanger avec mes clients et mes clientes. Donc j'ai un retour direct de la base, de la rue, du quotidien des gens, de ce qu'ils vivent, de ce qui leur pose problème ou de ce qu'ils aimeraient. Et je suis également
sur le pourtour des Halles, donc, puisque tu sais que je suis installée là depuis presque 30 ans maintenant. Je fais également partie donc, des étaliers. Alors certes, on ne l'imagine pas tout le temps, mais effectivement, tout le pourtour des Halles appartient aux Halles, donc je suis étalier au même titre que ceux de l'intérieur. Et à ce titre-là, du coup, j'ai une autre perspective, du coup, celle effectivement des Halles, des étaliers et de la problématique qui nous anime actuellement. Ok, on reviendra sur tout ça juste après. Avec et on plaisir. a avec nous monsieur Bruno Rochard, Bonjour. donc, qui est un visage derrière une page Facebook bien connue des Nîmois. Voilà. Je te laisse te présenter. Donc Bruno Rochard, j'ai 55 ans, je suis breton de naissance et nîmois d'adoption depuis 2012. Et voilà, c'est au gré de mutation, enfin, de mon épouse, je suis venu m'installer à Nîmes. Et pourquoi j'ai monté ce groupe sur Facebook? Je vais essayer de la faire courte, c'est une petite anecdote, mais voilà. J'habitais à l'époque au-dessus du parc du Mont-Margarot, un petit parc triangulaire là. Et donc régulièrement, j'allais faire des emplettes en ville, et donc je traversais le nord Gambetta. Et quasiment à chaque fois que je remontais, je disais, c'est vraiment sympa ici. Vraiment, il fait beau, il y a le soleil, la nature, c'est vraiment sympa de vivre ici. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne, c'est que, bon sang, qu'est-ce que c'est sale, quoi. Il y a des poubelles partout. Et une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout d'un moment, mon épouse, elle me dit, écoute, là maintenant c'est bon, tu me saoules, tu me le fais à chaque fois. On va en parler à d'autres gens. tu me le fais à chaque fois, donc maintenant, soit t'arrêtes, soit t'agis. Et j'ai dit, ok, je vais agir. Et j'ai donc monté ce groupe-là. Donc essentiellement, au départ, c'était vraiment circonscrit au Nord Gambetta. Et puis, assez rapidement, il a commencé à avoir quelques échos des gens qui me disaient ah ouais, bon, c'est sympa ce que vous faites, c'est vrai, on a un problème, il faut en parler. Et puis ensuite, venez voir ici, venez voir là. Donc au début, c'est ce que je faisais. Je prenais le temps, je prenais ma voiture le week-end, et puis j'avais une liste. Elle dit, bon, il faut que j'aille voir là, il faut que j'aille voir là. Nanana. Et au bout d'un moment, c'est devenu plus possible parce qu'il y a de plus en plus de gens qui m'envoyaient des photos, des témoignages, des choses comme ça. Donc après, bon, voilà, j'ai déjà dû limiter à Nîmes et son agglomération, quoique c'est essentiellement Nîmes. Et puis voilà, après, les gens ont commencé à vraiment s'intéresser au groupe. J'ai eu le soutien de la presse qui a bien aidé à faire décoller, parce que bon, au bout d'un moment, ça a commencé à tirer, c'est tombé dans les oreilles de la Gazette. Et là, j'ai eu une première interview, et puis après, voilà, ça a commencé à croître comme ça. Donc tout ça te donne une très bonne visibilité sur les problématiques de l'urbanisme, la gestion des déchets, la voirie, et alors, tu vois un petit peu tout ce qui se passe depuis des années. Oui, parce que j'ai des témoignages de partout, de tous les quartiers. Alors il y a des quartiers qui sont un peu moins bavards, on va dire les quartiers, comme on les appelle, mais néanmoins j'ai quand même des témoignages sur ces quartiers-là. Mais vraiment, je vais partout, quoi. Je vais partout. Vraiment, là, je me déplace un petit peu moins maintenant, parce que sinon, je cramerais mon plein d'essence tous les week-ends. Mais non, j'essaie d'aller voir les gros cas, on va dire. Ok. Un des premiers sujets de cet épisode, ce sera proximité et solidarité. L'une des thématiques, Julien, de Nîmes Avenir, c'est comment renforcer le lien entre les habitants et le politique, ou même entre les habitants entre eux. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur ce sujet? Ensuite, j'interrogerai nos participants. Ouais, c'est vrai que l'objectif, on le voit à l'échelle d'une ville, c'est comment on arrive à créer ou recréer du lien entre les habitants et la collectivité. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a 2 niveaux au niveau des politiques publiques. Il y a à la fois des grands projets, des projets structurants, comme ça a été le cas sur Nîmes pendant plus d'une vingtaine d'années, avec des réalisations considérables qui ont structuré le territoire. Mais il ne faut pas oublier non plus quand même que les habitants, ce qu'ils souhaitent aussi, c'est la notion de proximité. C'est de savoir quand ils sortent de chez eux, est-ce que le trottoir devant leur porte est en bon état? Est-ce que la voirie est en bon état? Est-ce que la route, elle est sécure? Est-ce qu'il y a l'éclairage qui va bien la nuit pour permettre à se sentir en sécurité? Et ce volet de proximité, il est vachement important. Aujourd'hui, si on regarde à l'échelle de la ville de Nîmes, on a 150 000 habitants environ, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et des choses qui ont été bien faites. Moi, j'en veux pour preuve. J'ai été pendant presque 15 ans, voire même presque 20 ans aux côtés de Jean-Paul Fournier pour mener à bien un certain nombre de politiques publiques.
Et aujourd'hui, on voit bien que malgré tout, il y a quand même parfois une certaine forme de déception, de frustration de la part des habitants. On le voit, nous, dans le cadre du débat politique qu'on a mené depuis le début de la campagne, un des premiers écueils que les gens nous font remonter, c'est l'état de la voirie. Aujourd'hui, chacun nous dit, putain, mais j'en peux plus, moi, ma voiture, dès que je sors, je pète mes amortisseurs, il y a vraiment un gros souci, il y a des énormes trous dans la chaussée. Et aujourd'hui, on voit bien que d'un côté, il y a des politiques publiques très fortes qui sont menées, parce que je crois qu'on dépense plus de 10 millions d'euros par an au niveau de la voirie, c'est considérable. Et en même temps, on a autant de kilomètres de voirie que Paris intramuros. Donc, on a vraiment un réseau routier qui est extrêmement conséquent. Force est de constater, c'est que ça suffit pas. Et on le voit, l'exemple de Bruno, il est significatif. Au départ, ça partait d'un petit quartier au niveau de Gambetta avec quelques problématiques. Et très rapidement, ça a fait boule de neige. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, si la ville n'est pas en capacité de répondre aux attentes des concitoyens, ça veut dire que la mission n'est pas remplie. Voilà. Et aujourd'hui, si on ne s'occupe pas du quotidien des habitants et de leur cadre de vie et qu'ils se sentent bien dans leur ville, je crois qu'on ne réussira pas la mission qu'on nous aura confiée. Donc c'est vraiment un volet hyper important, cette notion de proximité et aussi cette notion de solidarité entre les populations. Valérie, selon toi, comment la politique elle peut influer ou justement quel rôle elle peut jouer ou elle devrait jouer sur la proximité entre les habitants? Alors, je vais répondre différemment. Désolée que la question me posée. La proximité, c'est le sujet principal, comme l'a dit Julien, à condition qu'elle ne soit pas descendante depuis le politique. Parce que cette période de les sachants sont en haut et décident pour la base, je ne dis pas qu'il ne le faut pas, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'un chef tranche et coupe et décide de quelque chose, mais la remontée de la base me semble juste une évidence. Et aujourd'hui, ce que j'entends moi au quotidien, c'est « oh là, c'est bon, la politique ou les politiques, on leur fait plus confiance, on ne croit pas en eux, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent ». Et force est de constater que c'est quand même un peu le cas. Donc, la proximité, oui, à condition que ça naisse d'un véritable échange et de demande de la base. Donc après, pour répondre du coup à la question de comment, puisque c'était ta question, eh ben justement, en écoutant les demandes de la base, en voyant ce qui est faisable, réalisable et que ça serve l'intérêt commun, bien sûr, parce que si moi je veux juste un bateau devant chez moi, ça sert peut-être pas l'intérêt commun. Et après, c'est qu'est-ce qui est nécessaire, comme je te le disais, pour l'intérêt commun et comment on le met en œuvre. Et le politique, à mon sens, il est là. C'est le capitaine qui dit on va faire comme ci, comme ça, pour servir l'intérêt commun. Dans toi, ce que tu vis tous les jours et ta réalité, que ce soit au commerce ou quand tu te balades dans la rue, qu'est-ce que tu vois comme exemple concret où la politique pourrait agir et n'agit selon toi pas assez? Alors là, écoute, tu me poses une colle. Je te prends au dépourvu. Complètement. Non, je sais pas. Je vais rejoindre peut-être un peu son sujet, les mégots par terre. Alors, est-ce que ça répond à ta question? J'en sais rien. Mais on voit des poubelles papier, des corbeilles papier, etc. un petit peu de partout. Moi, ce que j'entends au quotidien, c'est par exemple des gens qui me disent qu'effectivement, il y a beaucoup de mégots par terre. Il n'y a pas de poubelle à mégots donc dans la ville. Donc en fait, est-ce que cette demande est remontée un jour jusqu'aux hautes sphères ou pas? Ça, je l'ignore. Mais ça, typiquement, ça serait par exemple quelque chose à faire. Oui, et puis c'est un peu la problématique du service public aussi. Est-ce que le service public est assez proche des habitants? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un espèce de guichet unique à la ville de Nîmes qui permettrait de faire remonter tout ce genre de problème? Oui. Toi, Julien, comment tu réagis à tout ça? Ces outils, ils existent d'une certaine manière. Après, il faut en voir leur efficacité. Aujourd'hui, moi, à chaque fois, je prends l'exemple de l'application de la ville qui permet de faire remonter un certain nombre de doléances. Il y a une fiche action qui est créée, on a une demande, on a un résultat, il y a un traitement de la demande qui est fait. Et franchement, dans l'ensemble, c'est quand même un outil qui fonctionne bien, qui a intégré un peu cette notion de ville intelligente avec l'utilisation de smartphone. On prend en photo, on donne l'adresse, de suite le service il est au courant et de suite il y a une intervention. Juste un point par rapport à ce que dit Valérie, c'est vachement intéressant d'évoquer cette notion
de source de la politique. Aujourd'hui, pendant trop d'années, et je te rejoins pleinement, on a eu cette approche véritablement verticale avec, voilà, c'est comme ça, il y a un programme qui a été établi, ce programme, vous avez voté pour nous, vous n'avez pas voté pour nous, dans tous les cas, ce programme, on va le mettre en place. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à trouver une sorte d'équilibre, un juste milieu entre d'un côté des visions, c'est-à-dire des orientations dans le cadre d'une campagne, ça sera le cas avec un certain nombre de propositions, mais pour que la population adhère à ces propositions aussi, il faut qu'ils se sentent acteurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus une co-construction, une co-décision, une concertation qui doit être mise en place. Et dès lors qu'on donne la parole aux habitants, je trouve qu'il y a un côté d'adhésion qui peut être mis en évidence et ils se disent, voilà, j'ai été entendu, j'ai pu donner mon avis. Bien sûr, il faut faire des concessions. Tout le monde n'a pas forcément la même idée. Il y a après une notion d'intérêt collectif qui doit ressortir de cela. Mais je crois que ça, il faut vraiment qu'on arrive à changer un peu ce logiciel en se disant, voilà, les habitants aujourd'hui, ils sont acteurs. Et on voit bien que, avec des exemples qu'on a vécus, on voit bien que voilà, aujourd'hui, le citoyen, il n'est pas spectateur. Le citoyen, il est en capacité d'alerter la collectivité territoriale, il est capable d'alerter la presse, il se sent véritablement comme une sorte de lanceur d'alerte. Et c'est ça aussi qui est bien, parce que d'un côté, ça sert au bien commun, parce que du coup, il y a une notion d'efficacité après à rechercher. Et il y a aussi une adhésion des populations. Et ça, c'est vraiment notre objectif à nous. C'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure par rapport à la démarche Nimavenir. Nous, ce qu'on a souhaité dès le départ, c'était donner la parole aux habitants pour faire un certain nombre de propositions. Et de ces propositions, on ressortira après un projet. Mais aujourd'hui, personne n'a la science infuse. Mais aujourd'hui, c'est à partir du moment où on prend le témoignage et l'expérience de chacun, et petit à petit, on arrive à avoir une vision à peu près globale et une réalité qui permet de rassembler les différents intérêts, quoi. Et toi, Bruno, tu trouves qu'aujourd'hui, le débat, on donne assez la parole aux citoyens? Alors, en tout cas de Nîmes. Je vais avoir un point de vue un peu différent. On donne la parole aux citoyens, ça, c'est vrai, hein, les outils, ils existent. Maintenant, est-ce que les citoyens prennent la parole? Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez. Souvent, on fait la critique aux politiques de ne pas peut-être être assez à l'écoute ou de ne pas aller au-devant des citoyens. Mais est-ce que les citoyens, eux, font l'effort d'aller vers les politiques? Je suis sûr que si on demande à plein de Nîmois, on leur dit, savez-vous qui est l'élu au parquet jardin, qui est l'élu à l'agriculture? Ils ne le savent pas. Donc en cela, le politique, il n'est pas incarné, en fait. Et c'est un nom, mais il n'y a personne derrière. Et là, je trouve qu'effectivement, les citoyens... Alors, moi, j'en suis le contre-exemple, sans doute, mais ils ne s'impliquent pas assez. Je pourrais citer des cas concrets. On a eu le changement de circulation entre le chemin de Tircu et Mas de Ballan. Dès que le sujet a été lancé, le débat s'est ouvert sur le groupe, parce que j'en étais plus ou moins un peu... Est-ce que tu peux rappeler le sujet précis? Alors en fait, pour les gens il s'est agi de décider s'il fallait continuer à avoir le chemin de Tircu dans le double sens, sachant que c'est un axe qui est vraiment pénétrant dans la ville. Et la circulation était un peu compliquée. Souvent, on pouvait se taper les rétros. La rue était trop serrée. Okay. Et de même, de l'autre côté, chemin du Mas de Ballan, chaque fois, il fallait qu'une voiture cède le passage à une autre. Il y a des gens qui sont plus ou moins assurés, qui ont besoin d'un peu plus de largeur pour passer. Bon, il fallait s'arrêter tous les 10 mètres, c'était compliqué. Donc l'idée a germé de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une boucle, en fait, et de faire monter dans un sens et descendre dans l'autre. Donc là, moi, j'ai ouvert ce débat sur le groupe, et ensuite, le comité de quartier s'en est emparé. Et les politiques, ensuite, on a dit, faisons des tests, mais pendant tous ces débats, parce que j'ai fait plein de posts sur ce sujet, j'apprends qu'il y a eu 0 concertation. Les riverains me disent, on n'est même pas au courant que ça se fait. Alors, c'est possible, mais dans un deuxième temps, je leur dis, ça se fait. Il y a une réunion publique qui va avoir lieu à telle date. Est-ce qu'ils y sont allés? Ok. Et donc ça, même les riverains de la rue n'étaient pas au courant qu'il y avait une réunion publique qui se tenait à telle date, tel endroit? Alors, surtout les plus impactés, en l'occurrence, c'est vraiment les riverains du Mas de Ballan et de... Donc toi, tu penses qu'il y a un double problème, il y a les gens qui ne prennent pas assez part, mais il y a aussi les réunions qui ne sont peut-être pas assez communiquées aux citoyens et ils sont pas assez informés. Un manque d'incarnation du politique. Ok. On connaît le maire, on connaît son premier adjoint, et c'est à peu près tout, quoi. Ok. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu dis, si bien sûr. J'entends ce que tu dis et tu as tout à fait raison. Mais moi, j'ai envie de prendre le sujet d'une autre manière.
C'est-à-dire, est-ce que les gens ne prennent pas la parole parce que justement, ils savent que derrière, le politique est tout en haut. En fait, il en a un peu rien à cirer, puisqu'il fait comme ce que disait Julien, le programme est défini, on le fait et on n'écoute quasiment pas les citoyens. Est-ce que c'est justement parce qu'à force de ne pas être écouté, entendu et pris en considération, que de guerre lasse, les gens se taisent? Il y a peut-être un petit peu de ça. Parce que... Oui, non, je peux l'entendre, mais moi, je suis persuadé qu'il y en a plein qui se servent de cette excuse, mais qui n'ont même jamais fait l'effort de... Oui, probablement. Mais si tu regardes, par exemple, les pays d'Europe du Nord, où il y a de vraies concertations et de vrais échanges entre les citoyens... En amont, Exactement. Entre les citoyens et les pouvoirs publics. Dans ces pays-là, les citoyens, puisqu'ils se savent entendus et écoutés, prennent beaucoup plus la parole et sont beaucoup plus proactifs vis-à-vis de leur politique en termes de demande ou de faire remonter des problématiques. Oui, je suis persuadé qu'effectivement, ça peut expliquer effectivement pourquoi des gens ne s'impliquent pas. Maintenant, oui, c'est vrai, c'est aussi aux politiques, effectivement, de le plus possible co-construire. En tout cas, solliciter les riverains et les intégrer aux décisions. Alors évidemment, comme disait Jacques Chirac, un chef c'est fait pour cheffer, il faut bien qu'il y ait à un moment donné quelqu'un qui décide et qui tranche. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est le politique doit aussi dire, on le fait parce que ça, mais on ne le fait pas parce que ça. Il faut aussi que les politiques arrêtent d'infantiliser les citoyens et de dire, non mais on décide à leur place qu'ils ne peuvent pas comprendre. Si, on peut comprendre. On gère un budget, nous aussi, le budget de notre famille. Bon, là, ce sont nos impôts, c'est l'argent de tout le monde. Nous aussi, on est capable de comprendre que non, ça, on le fait pas parce que c'est trop cher. On a imaginé, par exemple, je reviens au Tircu, plusieurs aménagements possibles. L'élu m'a dit, oui, bonne idée, sauf que on a fait le calcul, c'est trop cher, on peut pas le faire. Bon. Ok, au moins il y a une réponse. Au moins il y a une réponse, et surtout on explique pourquoi on peut pas le faire. C'est pas juste parce que j'ai pas envie, quoi. Et toi, Julien, tu as été à la mairie pendant 20 ans, comment tu réagis quand tu entends ça? Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de sujets sur lesquels je pense qu'on n'a pas assez pris la consultation d'un certain nombre de concitoyens. Aujourd'hui, la situation est assez complexe. C'est que d'un côté, on demande aux politiques de mettre en place des politiques publiques qui rassemblent l'ensemble des intérêts de chacun des habitants. Et en même temps, les habitants, ils se sentent pas forcément considérés. Il y a des organes tels que les comités de quartier qui existent, notamment pour essayer d'avoir une sorte de lien et de liant entre la population et la collectivité. Parfois, ces comités de quartier ne sont pas forcément représentatifs. Les habitants n'ont pas le temps ou n'ont pas l'engouement d'aller aux réunions pour donner leur avis. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous, on a fait une proposition il y a maintenant quelques jours de la création d'un budget participatif. On le voit sur certaines collectivités. On a maintenant des concitoyens qui ont des idées. Et ces idées, ils n'ont pas envie de les inscrire dans le cadre de programmes électoraux ou tous les 6 ans au travers des élections. Ils ont des idées et ils ont la possibilité aujourd'hui de les mettre sur le devant de la scène à l'affiche. Et après, derrière, on mettra en place un système de vote pour que les habitants puissent aussi voter. Eux, est-ce qu'ils considèrent cette action ou ce projet comme étant cohérent et en étant pertinent? On va allouer un budget de 300 000 € par an pour la réalisation de certains projets. Donc, au départ, c'est assez modeste en soi parce que 300 000 €. C'est petit, 300 000 €. Ouais, c'est assez petit à l'échelle d'une ville de 150 000 habitants. Mais ça viendra aussi compléter les 700 000 € des conseils de quartier. Ça représente quand même une enveloppe d'1 million d'euros pour la participation citoyenne. Et c'est comme ça, au travers de petits projets, de petites propositions, qu'on arrivera après progressivement à ce que les gens se sentent écoutés, ils se sentent considérés. Et que le politique, il pourra pas dire, ça représente pas les intérêts de la population. Je crois que ce qu'on manque parfois, c'est la communication. Je comprends les services qui parfois prennent des décisions ou disent dans tel jour il y aura des travaux dans telle rue sans forcément informer les riverains parce que parfois les entreprises qui vont intervenir celles qui le font ils sont pas en lien avec les habitants, le service administratif le sait pas forcément, mais c'est frustrant. Oui. J'étais encore il y a quelques jours avec des habitants d'un chemin, ils me disaient écoutez moi lundi matin j'ai pas pu sortir de chez moi parce qu'on me refaisait la rue devant chez moi, j'ai amené mes enfants, j'avais le boulot et tout, et ça c'est pas normal. Franchement, on est une ville à taille humaine, 150 000 habitants. Les quartiers, on les connaît. Il y a des référents par quartier, il y a des comités de quartier, il y a des élus référents, comme le disait Bruno. Et je crois qu'on gagnerait à avoir une approche transversale, et qu'à des temps réguliers, on puisse mettre autour d'une table pour discuter en disant, on a reçu ça comme demande, qu'est-ce que vous en pensez? Le truc, c'est que
on ne sollicite pas assez l'avis des gens, selon moi. Voilà. Et c'est comme ça aussi, je pense, qu'on arrivera à redonner un peu une certaine part de confiance en la politique. Tu le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'image de la politique, elle est déplorable. Voilà, donc aujourd'hui, il faut considérer que tous les élus, quels qu'ils soient, tous les politiques, ne sont pas responsables de chacun des agissements de celles et ceux qui abusent et qui font preuve d'excès. Aujourd'hui, il y a quand même des hommes et des femmes qui s'engagent. Le côté engageant, c'est un signal fort, tu vois. Lorsqu'on s'engage dans une élection à l'échelle municipale, c'est 1, parce qu'on aime sa ville, 2, parce qu'on a envie qu'elle avance, qu'elle se transforme, et surtout 3, qu'on puisse servir la population. Voilà. Et qu'aujourd'hui, il faut être au service d'une population. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera à la merci, parce que voilà, aujourd'hui, il y a aussi, parfois, comme tu disais Bruno, il y a parfois des oui, il y a des non, il y a des possibilités, il y a des impossibilités de faire. Mais à partir du moment où il y a de la discussion, il y a de l'échange, déjà, je trouve pour moi, c'est le point de départ de politique publique qui soit cohérente. Est-ce que pour vous, ça vous réconcilie avec la politique, ce style de discours et de mise en place? Bien sûr. Ah oui, mais moi, Après, il faut le faire. Bien Après, il faut le mettre en évidence. Après, il faut le mettre en œuvre. Mais bien sûr, en fait, j'allais dire, ça réhumanise, si on peut dire ça comme ça, le politique. D'ailleurs, quand on le dit, le politique... Au final, on ne sait même pas vraiment qui on parle. On parle. Oui. Et c'est exactement ce que disait Bruno. L'incarnation, c'est la seule chose, en fait, simplissime à faire. C'est donner un visage à quelque chose, à quelqu'un qui a du pouvoir, de la possibilité et au service du collectif. Oui, je pense que c'est ce qu'on attend. Le temps où le politique global, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des communes ou quoi que ce soit, qui se positionne comme je l'ai dit tout à l'heure, en sachant à la personne qui décide pour les autres, c'est vraiment révolu et c'est très, très, très nécessaire d'en changer. Il y a un projet auquel tu es intégré, c'est le toit végétal des Halles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Le projet de réhabilitation des toits des Halles? Oui. Alors, toit végétal, pour le moment, je ne suis pas sûre qu'on en soit jusque-là, mais en tous les cas, à titre personnel, la proposition qu'a fait Julien de déplacer effectivement les étaliers sur le toit des Halles, enfin du parking des Halles en tous les cas, me semble très intéressante, à double titre. 1, parce qu'on est sur une unité de lieu, donc effectivement, faire monter les étaliers en haut, même si je pense que c'est difficile de faire monter des gens, les clients habituels, de les faire monter sur le toit, je pense que ça sera une problématique à régler, à solutionner. Comment, je ne sais pas, mais je pense que ça, c'est un des écueils. Et je la trouve intéressante parce qu'à mon sens, faire les investissements nécessaires pour installer les étaliers donc, sur le toit nécessite des investissements pérennes, qui donc resteront sur place après, de manière en fait à continuer l'usage et changer la destination de cet emplacement. Et à ce titre-là, je trouve qu'aujourd'hui, ça permet de faire rentrer Nîmes, justement pour le projet numéro 2, celui-là, ça permet de faire rentrer Nîmes dans une ère de modernité, tout en gardant notre art de vivre à la nîmoise, méridionale, et avec des valeurs qui sont les nôtres, qui sont plutôt sympathiques. Après, je trouve que la mise en œuvre va être costaud. Mais en soi, je trouve que le projet est formidable, oui. Nîmes, aujourd'hui, ça manque de dynamisme économique ou d'attractivité du centre-ville? Ça, c'est une question ouverte pour vous deux. Alors, moi, j'ai un point de vue qui est le mien. Je viens de l'extérieur. Donc, comme je l'ai dit en introduction, je suis breton et j'ai vécu pendant 20 ans à Nantes. Une autre chose qui m'a frappé en arrivant à Nîmes, alors, on me dit que c'est plus vrai maintenant. En tout cas, j'ai peiné à trouver des restaurants ouverts le dimanche midi, par exemple. Je me dis, mais comment c'est possible? J'avais encore mes habitudes de Nantais, d'aller faire des courses entre midi et 2. Les boutiques sont fermées.
Les gens, ils ont un timing à respecter. Valérie, t'es fermée entre midi et deux. Je pense que ça va grimacer. Alors non, ça grimace pas, mais là j'ai une vraie dichotomie à ce sujet, à tous les cas, à titre personnel. Et sinon, autre exemple parlant, donc j'ai une fille qui a plus de 20 ans maintenant, et donc elle fait toute sa scolarité à Nîmes pré-bac. Et quand je l'interroge, elle et ses copains, ses copines, un jeune, alors je parle pour les miens, mais il semblerait qu'il y ait plusieurs avis qui aillent en ce sens. Une fois qu'il a passé son bac, il n'a qu'une seule envie, c'est partir de Nîmes. Je dis pourquoi ? Il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien à faire en termes d'études, en termes d'emploi. Non, parce que ça, il y a quand même un pôle étudiantin qui est même croissant, donc ça c'est plutôt bien, on pourra peut-être éventuellement y revenir, parce que je pense que c'est vraiment une chance de Nîmes d'avoir ça, d'avoir un hôpital, enfin vraiment ça c'est important, mais manque de vie nocturne. Pas de bar pour les jeunes, à part ceux qu'on connaît tous. D'ailleurs, c'est peut-être un peu dommage qu'ils soient presque tous concentrés entre Courbet et Jean Jaurès. Ouais, c'est ça surtout, c'est pas de vie nocturne, quoi. Les jeunes, on s'ennuie à Nîmes, quoi. Quand on passait 20 heures en semaine, les rues de l'Écusson sont désertes, quoi. Et ça, c'est rédhibitoire pour un jeune, mais vraiment rédhibitoire. T'es d'accord avec ça, Valérie ? Oui, j'ai 2 fils, 21, 26. Donc même tranche d'âge, ouais. Voilà, et même constat. Même constat. Alors, j'ai même un de mes 2 fils, le cadet, qui, lui, a en plus un sentiment d'insécurité. Et mes propos, je les pèse. Donc, c'est vraiment un sentiment d'insécurité parce qu'il ne lui est jamais rien arrivé, ni à lui-même, Mais ce sentiment de sécurité est très prégnant. Et je pense que ça participe aussi de cette envie de partir, mais c'est peut-être lié aussi à la désertification nocturne. C'est sûr que si tu passes tout seul dans une rue, tu sens peut-être pas très à l'aise. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre effectivement ce sentiment-là, 1, d'insécurité, et 2, il n'y a rien à faire. Et tu es d'accord avec ça sur les horaires d'ouverture des magasins, des restaurants ? Tu dis que tu avais une dichotomie. Oui. Oui, j'ai une vraie dichotomie parce qu'à titre personnel, ma boutique est fermée de 12h30 à 14h. Et tout simplement par manque de personnel. Donc ça, je ne peux pas le régler autrement, et financièrement, je ne peux pas mettre quelqu'un dédié pendant ce temps-là. Et le personnel que j'ai actuellement, il faut bien qu'il aille déjeuner. Donc là... Ça, c'est à titre personnel, à titre d'entrepreneur, je fais ça. Après, intellectuellement, je me dis, oui, quand même, on pourrait être tous ouverts entre midi et 2. Ça serait mieux. Oui. Après, c'est peut-être un particularisme nord-sud aussi. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Non, je ne crois pas, parce que là, j'ai énormément de clients qui me sollicitent. À quelle heure vous fermez ? Est-ce que vous êtes ouverte entre midi et 2 ? Ça m'est arrivé dans des commerces, 14h, 14h15, 14h20. Waouh. Je retourne travailler. Surtout pour les gens qui travaillent, quoi. Et ouais, c'est compliqué. Et autre point que j'ai pas abordé, toujours par rapport aux jeunes, les transports. Pour ceux qui ne résident pas dans le centre-ville, ça c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Les transports qui s'arrêtent, je sais plus si c'est 21h ou 22h. Et après, quoi. On fait comment ? On fait du stop, Uber, et Uber, il n'y a pas. Donc, on va prendre un taxi, non, parce que le taxi, on n'a pas les moyens. Donc, non, et là, je pense que la plage horaire des transports, alors il faut peut-être pas que toutes les lignes soient actives, mais au moins les grosses lignes, quoi. Par rapport aux différents sujets qui ont été abordés, d'abord sur l'approche de la jeunesse et de la place de la jeunesse dans la ville, aujourd'hui, même si ça ne se voit peut-être pas forcément, et c'est peut-être aussi une sorte de légende urbaine, parce qu'on est quand même à côté de Montpellier, à côté d'Avignon. Je vais me permettre de couper, mais non, c'est pas une légende urbaine, parce que franchement, moi, je viens d'une région où il y a deux villes vraiment étudiantines, Nantes et Rennes. Non, je t'assure. Non, mais ce que je veux te dire par là, c'est que peut-être que par rapport à des villes qui sont historiquement des villes étudiantes, peut-être qu'on est vraiment en deçà. Mais en réalité, aujourd'hui, quand même, sur la ville de Nîmes, on a 15 000 étudiants, ça représente 10% de la population. On a des instituts de formation, on a une université autonome, il y a plein de filières qui se développent. On a une université qui veut s'ouvrir sur la ville, et c'est d'ailleurs, je pense, aussi une des solutions
pour permettre à ce que cette vie étudiante et cette jeunesse se sentent mieux considérées. Mais je vous rejoins sur le sens que voilà, dès lors qu'on passe son bac, on n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Alors, c'est pas forcément un inconvénient, c'est aussi bien d'avoir envie d'aller découvrir d'autres territoires. Après, il y en a plein qui partent et qui reviennent lorsqu'ils sont un petit peu établis à la trentaine, la quarantaine, avec une jeune famille, qui se disent finalement, voilà, Nîmes, c'est pas si mal que ça. Il y a beaucoup d'atouts à l'échelle de la ville de Nîmes, mais c'est vrai que d'un point de vue étudiant, c'est pas simple. Pendant très longtemps, on a seulement résumé Nîmes à ses férias. Il y avait la Feria des Pentecôtes, Feria des Vendanges, et entre les deux, il y avait un certain nombre d'activités. Aujourd'hui, la chance quand même qu'on a, c'est que chaque week-end, il se passe quelque chose. Sur la ville de Nîmes, franchement, il y a toujours des animations, des festivités, il y a toujours des choses à découvrir, des choses comme ça. Après, peut-être que c'est pas uniquement destiné aux jeunes, mais c'est ainsi. Mais aujourd'hui, il y a quand même malgré tout une jeunesse qui veut être considérée. Et c'est là où une des solutions, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que je pense qu'on fera une séquence uniquement sur l'enseignement supérieur, Nîmes ville étudiante et tout, avec des acteurs. C'est aussi un des objectifs de montrer que Nîmes est une ville étudiante, mais peut-être une des solutions, c'est de créer un vrai partenariat avec l'université. La dernière fois, je lisais une interview du président de l'université, Benoît Roig, pour ne pas le citer. Il évoquait dans la Gazette qu'en gros, il trouvait dommage que l'enseignement supérieur soit pas un des axes de la campagne municipale. Mais aujourd'hui, clairement, il faut que ça le soit. Aujourd'hui, même si c'est pas une compétence première de la ville, il faut absolument que la question de l'université, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, ça soit au cœur de notre action. Une ville qui est une ville dynamique, c'est une ville jeune. C'est une ville qui n'a pas envie de créer, on va dire, des inconvénients pour sa jeunesse. Après, c'est sûr que derrière, il y a un certain nombre de conséquences, notamment par rapport aux nuisances sonores, par rapport aux soirées, par rapport à l'organisation, des choses comme ça. Mais clairement, il faut absolument que, si c'est le cas, de rectifier ce tir et aussi peut-être rectifier l'image. Parce qu'au final, c'est peut-être aussi une question d'image. Parce que, comme tu le disais, Nantes et Rennes, je sais que ce sont des villes qui sont historiquement étudiantes, comme c'est le cas à Lyon, comme c'est le cas à Montpellier. Et c'est vrai que nous, pour le coup, on est une ville étudiante plus récente, voilà. Et c'est peut-être en cela qu'il y a peut-être des efforts à faire. Après, clairement, on a beaucoup d'atouts. Lorsqu'on prend le prix des loyers sur Nîmes par rapport à d'autres villes pour des jeunes, franchement, on est extrêmement attractif. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, lorsque les parents sont obligés de financer les études et financer un logement, le fait qu'ils viennent à Nîmes, ça a aussi des atouts d'un point de vue financier. Juste aussi un point par rapport à ce que tu évoquais, la question des halles. Aujourd'hui, très clairement, on a fait une proposition, j'ai fait une proposition qui a été une proposition forte, de créer un nouveau lieu sur le toit terrasse de la Coupole. Cette proposition, en fait, elle sort pas de nulle part. Elle a bien évidemment été pensée, elle a été conceptualisée. On vient d'inaugurer les Galeries Lafayette. Il y a Zara qui a réouvert il y a quelques semaines. On est en train de préparer, et je sais que ça sera un sujet de la campagne, un travaux de rénovation des halles, parce qu'aujourd'hui, les halles, c'est notre poumon économique du centre-ville. Il faut le préserver, il faut le conserver, il faut garder son image là, mais il faut aussi le rénover. Et lorsque demain, à l'horizon de 2030, on aura des halles qui sont rénovées, un grand magasin tel que les Galeries Lafayette, on aura une nécessité d'avoir un bâtiment qui soit qualitatif. Et aujourd'hui, je le dis, je trouve que ce toit terrasse, il est sous-exploité. Voilà. Aujourd'hui, il y a un sujet de réinstallation, de réimplantation des halles provisoires pendant le temps des travaux. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais premier adjoint en charge de l'urbanisme et en charge de ce dossier des halles, de réfléchir avec les étaliers sur une implantation provisoire. Aujourd'hui, leur souhait, c'était de rester pendant le temps des travaux, pendant à peu près 18 mois, de rester à proximité immédiate des halles actuelles pour pas changer les habitudes des clients et pour pas qu'ils se sentent complètement délaissés à un autre endroit de la ville. Il y avait aussi une volonté de leur part de bénéficier encore des réserves situées au sous-sol. Tout le sous-sol permet aux étaliers de garder, de conserver leurs aliments ou leurs denrées. Et donc, on avait fait un certain nombre de propositions. Gambetta, Place Saint-Charles, Jean Jaurès, on avait même réfléchi à leur proposer le parc des expos, le parking du parc des expositions. Aujourd'hui, très clairement, ces propositions, elles ne convenaient pas aux étaliers. Et on revient toujours à la notion de concertation. Aujourd'hui, franchement, la meilleure personne pour nous parler des halles, c'est les étaliers. C'est eux qui y sont au quotidien, ils écoutent leurs clients, ils ressentent le pouls. Et ces étaliers-là, il faut les considérer, il faut leur donner la parole, il faut les concerter. Et donc, au travers des échanges que j'ai eu avec les étaliers, on a eu l'idée, mais c'est pas une idée saugrenue, de leur proposer une installation sur le toit terrasse le temps des travaux. On met un système de Barnum pendant le temps des travaux, entre 12 et 18 mois, qui permet à ce qu'ils puissent être sur site, in situ,
sur le toit terrasse. Pour ça, bien évidemment, il y a un certain nombre d'aménagements, notamment l'installation d'ascenseurs sur le côté pour permettre à ce qu'il y ait une quarantaine, une cinquantaine de personnes qui puissent monter facilement. Il y aura tout un travail à faire avec les issues de secours. On est déjà en train de travailler avec des architectes qui nous aident dans le cadre de la conception du projet pour envisager cela, avec des bureaux d'études pour voir la faisabilité. Mais aujourd'hui, je crois que la réalité, c'est qu'il faut oser. Et aujourd'hui, il faut se donner les moyens de nos ambitions. Aujourd'hui, bien sûr que ce type de projet, il y a peut-être 9 personnes qui vont nous dire que c'est pas possible. Mais dès lors qu'on n'a pas étudié ce projet, on peut pas dire si c'est possible ou pas. Et donc, à partir du moment où on se donne les moyens de ses ambitions, clairement, on peut y arriver. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et dès lors qu'après, ils retourneront au sein des halles qui seront rénovées et qui seront améliorées, l'idée, c'est de créer un nouveau lieu, une approche de tiers-lieu. Tu parlais de la notion de végétalisation. Ça a du sens. Parce que la notion de végétalisation, voilà, c'est sur un toit, période estivale qui soit assez chaude. Donc l'idée, c'est de travailler avec un système d'ombrage pour nous permettre de créer un nouveau lieu, une approche de tiers-lieu pour mettre en avant la gastronomie, pour mettre en avant la culture, pour mettre en avant les festivités. On parlait tout à l'heure de la notion de festivité. Ben, ça peut être aussi un lieu pour y faire des concerts, pour y faire des représentations, des performances. C'est notre objectif. Et franchement, quand on y va sur ce toit, on a une vue qui est fabuleuse, quoi. Et donc, ça viendrait encore plus renforcer l'attractivité de l'écusson et ça permettrait aussi de renforcer l'attractivité de tout le bâtiment. Et c'est en cela que cette proposition, elle a fait parler, il y a eu pas mal de contradictions, mais c'est aussi pour ça qu'on l'a mis sur la table. Parce que notre objectif, c'est aussi de donner une nouvelle ambition à la ville. Valérie, t'es très souvent en contact des commerçants. Tu étais ancienne présidente de l'association de Cœur de Nîmes. Cœur de Nîmes, c'est ça, oui. Qui représente quasiment tous les commerçants de Nîmes. À l'époque, oui. Disons qu'il y a 600 commerces dans le centre-ville et l'association réunissait 240 adhérents. Donc oui, ouais. Il y avait quand même... Quelle est leur problématique numéro 1 aujourd'hui à ces commerçants ? Quand tu es au contact, quand vous allez prendre un café, qu'est-ce qui ressort de la ville de Nîmes et où est-ce que le politique doit ou devrait intervenir ? La problématique numéro 1 qui ressort, c'est l'accessibilité et le parking. Donc là, effectivement, le politique a une grande place puisque du coup, on touche au sujet du plan de circulation. Donc effectivement, c'est pas nous avec nos petits bras qui allons faire quelque chose. Et le parking... Et ça a toujours été le problème ? En fait, est-ce que c'est réellement le problème ? Peut-être, je ne vais pas l'affirmer, mais probablement. Ce qui est sûr, c'est ce qui ressort. Donc, il y a ce sentiment d'insatisfaction de toute façon, et de ce biais-là, c'est à traiter. Puisque c'est la première chose qui ressort, forcément, il faut traiter le sujet, il faut voir comment on peut régler la problématique. Ça, c'est du point de vue des commerçants. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, du point de vue des clients, puisqu'en fait, eux aussi nous font remonter ça, c'est le manque d'unité, d'horaire d'ouverture du centre-ville, de l'Écusson. C'est vrai qu'à l'époque, ce que je disais, ce que nous disions tous, en fait, c'est qu'il faudrait traiter l'Écusson comme un centre commercial à ciel ouvert et de ce fait, avoir un minimum d'unité d'horaire d'ouverture de manière à ce que les clients s'y retrouvent, quitte à une demi-heure près, etc. Bon, j'ai beau jeu de dire ça puisque moi je suis fermée de 12h30 à 14h, mais on sait que c'est ce vers quoi il faudrait tendre. Et il y a un autre sujet aussi, effectivement, qui ressort souvent, c'est un manque de diversité de produits. En fait, ça, je parle du point de vue du client. Tout ce qui est enfant, il n'y a plus grand-chose pour l'enfant. Pour l'ado aussi, bon, il y a Zara, bien évidemment, qui ne fait pas que les ados, mais il y a un manque de ce point de vue-là. Donc, à travailler. Et c'est vrai que ce qui serait plutôt pas mal, effectivement, c'est qu'on arrive à coordonner les commerçants de manière à gérer cette problématique horaire. C'est là où le politique pourrait intervenir aussi pour venir un peu supplanter et justement créer une organisation structurée, quoi. Alors, peut-être, mais c'est pas parce que le politique va créer une organisation structurée. Je prends mon cas. Je fais comment pour être ouverte entre midi et 2 ?
Je prends une employée supplémentaire, répercussion de coûts. En ce moment, la fréquentation du centre-ville n'est pas son meilleur. Le panier moyen est plutôt en baisse. Bon, ça, c'est plutôt, on va dire, lié à l'économie mondiale. Hein. C'est pas que Nîmes. Je sais pas quelle idée mettre en place. Est-ce qu'on pourrait peut-être inventer, je sais pas moi, comme le font les agriculteurs, tu sais que quand les agriculteurs partent en vacances, il y a des ouvriers qui viennent et qui prennent en charge l'exploitation d'un tel ou d'un tel. Peut-être qu'on pourrait créer une agence d'intérim, ou je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, où moi je vais déjeuner et quelqu'un vient tenir mon commerce à ma place, moyennant un coût partiellement pris en charge peut-être par la mairie dans un premier temps dans le volet test, et ensuite voir si ça marche, peut-être les commerçants le prendre à leur charge ou quelque chose comme ça, ou avoir par exemple un salarié multi-employeur ou autre. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai pas la solution de comment on fait, mais à demeure il faudra le faire. Et toi, Bruno, tu rejoins Valérie globalement sur les problématiques du centre-ville? Oui, alors je sais pas, peut-être tu vas pouvoir m'éclairer là-dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une baisse ou un changement radical à partir du moment où on a arrêté de faire le tour de l'écusson? Ça, c'est un problème qui est revenu plein de fois. Moi, j'ai l'impression, j'ai pas tous les noms des rues en tête, mais c'est quelque part vers les Trois Marchands, là. Il y a une rue qui part sur la gauche, là, et qui va vers le musée des Beaux-Arts. On regarde, on fait 10 pas, et on repart dans l'autre sens, en fait. Pourquoi? Parce que c'est animé de l'autre côté, et là, en allant vers Courbet, il se passe plus rien. Moi, quand je suis arrivé à Nîmes en 2012, la place Sainte-Croix était super animée, et il y avait encore quelques commerces qui tournaient bien du côté de Grand Rue, et un petit peu après. Oui. Et là, on sent que ça recule. En fait, tu as tout à fait raison, ton analyse est très pointue. Avec le changement de circulation, toute cette partie-là de l'écusson a vraiment subi une paupérisation plutôt rapide. Et une fois que la descente a été forte, faire marche arrière, ça reste difficile. Et malheureusement, tant pis, hein, je vais tirer à boulet rouge sur certains commerces, mais tous ces barbershops qui se multiplient, qui sont à l'affût en fait de cellules vides, effectivement, où c'est entre guillemets facile, entre guillemets, hein, de pouvoir reprendre le fonds de commerce, etc. Cette exploitation-là ne favorise ni la diversité d'offres, ni la diversité de clientèle. Et le cercle vicieux se poursuit. Je suis d'accord. Par rapport au centre-ville, 2 éléments pour, on va dire, abonder le débat. Premier élément, par rapport à son attractivité et sa commercialité, aujourd'hui, c'est pas un problème qui concerne que Nîmes, c'est à l'échelle des modes de société, il y a la mode de consommation qui ont changé, il y a eu des développements sur des zones périphériques qui étaient assez importants. Et quand on regarde, en fait, notre centre-ville, il est pas si mal que ça, d'un point de vue de son attractivité. J'en veux pour preuve, moi, il y a maintenant 3 ans, j'avais initié la création d'une foncière commerciale avec une des structures que je présidais, qui était la SAT, la Société d'aménagement de territoire. On avait réussi à mobiliser environ 20 millions d'euros avec des partenaires financiers pour qu'on puisse racheter un certain nombre de locaux commerciaux pour les remembrer, pour proposer des loyers plus incitatifs et pour permettre à des nouveaux commerçants de s'impliquer sur la ville. Et au moment de la création de cette foncière commerciale, on avait réalisé une étude et en réalité, le taux de vacances, il n'est pas si fort que ça par rapport aux villes de notre strate. Et on est, on va dire, plutôt bon élève par rapport à cela, par rapport à des villes qui sont beaucoup plus désertes et qui sont beaucoup plus victimes de ces crises du centre-ville. Et aujourd'hui, on voit bien que malgré tout, c'est un centre-ville qui fonctionne bien, malgré tout. Après, là où je vous rejoins, c'est que par rapport à son accessibilité et par rapport à la politique du stationnement, il y a des choses à revoir. Très clairement, aujourd'hui, je prends souvent cet exemple, vous habitez à Castanet, vous allez à Courbessac, mis à part prendre le périphérique au sud de la ville, vous n'avez qu'un seul passage possible, mis à part quand on connaît bien la ville avec la percée Clérisseau, on pourrait passer, mais sinon c'est la rue Général-Perrier. Et la rue Général-Perrier, c'est la rue la plus commerçante de la ville. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un sujet par rapport à l'institution de circulation. Et moi, ce que je prône, c'est qu'on puisse faire une étude, qu'on fasse un comptage de véhicules, qu'on fasse même des sondages
par rapport aux automobilistes pour voir quel chemin ils empruntent, quelles seraient pour eux des solutions à envisager. Il faut qu'on arrive à un peu réoxygéner et à dédensifier un peu la circulation sur certaines artères. Et c'est vrai que l'exemple de Gambetta et d'Amiral Courbet, clairement, dès lors que la coupure de la circulation a été décidée, de suite, ça a eu un impact sur le nombre de véhicules qui passaient par là. Et à partir du moment où on est une zone qui est plus passante, eh ben, c'est une zone qui perd en attractivité, qui perd en dynamisme. Et de ce fait-là, ça fait un peu effet boule de neige par rapport à cela. Ouais, parce que parfois, la boucle, en circulant autour de la cuisson, permet de dire tiens, il y a cette nouvelle boutique qui s'est ouverte. Mais à partir du moment où tu ne passes même plus en voiture, bah, tu ne le sais pas en fait. Donc, pas. Alors, il y a autre chose dans la circulation et les stationnements. Combien de gens savent et utilisent la gratuité du parking souterrain? Moi, je vois encore trop de gens s'arrêter devant, pas les citer, mais des pâtisseries du centre-ville. Dimanche matin, on s'arrête, on bloque une voie, on met les warnings et on part pendant 5 minutes chercher son gâteau. Il y a un parking qui est gratuit, dont l'entrée est à 20 pas. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Mais il y a encore plein de gens qui ne savent pas qu'il y a de la gratuité de ce parking. Alors là, il y a aussi un problème de communication. Donc là, tu parles du parking qui est sous la coupole. Du parking les 30 minutes du Carré d'Art, par exemple. Ah. Ouais. Moi, il m'arrive très régulièrement parce que bon, il m'arrive parfois de devoir faire des courses où j'ai besoin de porter des choses. J'ai ma petite voiture, je descends, je vais chercher mon truc en centre-ville, ça me prend 20 minutes, je reviens, gratuit quoi. Je repars gratuit, mais j'ai embêté personne, je ne me suis pas stationné en vrac sur le trottoir. Ah mais là-dessus, en termes de communication, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Moi, je me souviens à l'époque, il y a une vingtaine d'années, quand on est arrivé, mais c'est tout bête, mais pour moi, je trouve que c'est quand même aussi, ça montre notre capacité à accueillir. Dès lors qu'on sortait de l'autoroute et qu'on rentrait sur Nîmes, il y avait un panneau informatif au premier carrefour avec le nom des parkings, les places de stationnement restantes et les disponibilités par rapport à ça. Et donc, du coup, ça donnait une image à la personne qui arrive à savoir où est-ce qu'il pouvait se garer. C'est le cas encore dans d'autres villes. Nous, malheureusement, c'est plus le cas. Et aujourd'hui, au niveau des parkings, je crois qu'il y a un gros sujet de communication. Il y a des parkings qui sont malheureusement trop peu fréquentés. Je prends l'exemple du parking du Jean Jaurès. Mis à part le vendredi, jour de marché, les autres jours, franchement, il est quand même bien peu rempli. Et en même temps, on a plein de personnes qui nous disent on n'arrive pas à stationner en ville, quoi. Franchement, le parking du Jean Jaurès, il est à 300 mètres du Victor Hugo en prenant la rue Émile Jamais. Donc c'est pas une problématique de capacité, c'est plus une question d'habitude. Et je te rejoins pleinement, Bruno. Nombre de personnes qu'on voit garer en double fil pour aller chercher sa baguette, son paquet de cigarettes ou voilà rapidement. Voilà, c'est des pratiques que je pense qu'on peut un peu changer. C'est pas simple parce que c'est des habitudes que les gens ont pris, mais c'est aussi comme ça qu'on arrivera à avoir un centre-ville qui sera attractif. Et si on veut concurrencer des zones périphériques, c'est le stationnement et l'offre qui est proposée. Et je te rejoins, Valérie, sur l'approche d'un centre-ville assez ouvert, clairement. Donc vous pensez qu'il y a assez de parking, juste pas assez de communication sur ces parkings-là? Alors, il y a assez de parking. Moi, j'attends de voir avec le Palais des Congrès. Parce qu'il pourrait bien vite se remplir, le parking de Jean Jaurès, que ce sera le seul Tant mieux. Qui aura des places disponibles à ce moment-là. Donc, mais oui, théoriquement, là... Après, oui, clairement, parce que je me permets de revenir sur le sujet des halles et du projet sur le toit terrasse. Certains nous ont dit, mais du coup, ça va supprimer des places de stationnement. C'est vrai. Parce que du coup, aujourd'hui, ça sert de parking, peut utiliser la semaine, surtout le week-end, mais aussi, il y a aussi des possibilités de création de poches de stationnement à proximité immédiate du centre-ville. On le voit à l'est de la ville, on le voit au sud, avec des sortes de parking silos, avec des capacités de 100 à 150 places, qui nous permettraient de proposer des stationnements encore plus attractifs que si c'était vraiment en cœur de ville, à proximité immédiate, soit des vélos en libre-service ou bien du transport en commun structurant, et ça permettrait, comme dans d'autres villes, d'avoir le réflexe, on ne cherche pas à comprendre, on arrive, on se met dans un parking, on prend transport en commun ou on prend un vélo et on arrive très rapidement en centre-ville. Tout ça, c'est aussi une question d'habitude. Mais là-dessus, il y a un sujet stationnement, c'est clair. Pour vous, l'art de vivre nîmois, comment on le définit? Toi, Bruno, qui vient de... Bruno, je te laisse répondre, tu viens d'ailleurs. Le breton. Alors, c'est beaucoup de gens dans la rue. En fait, les gens se rencontrent beaucoup dans la rue. Ils prennent le temps un peu plus, notamment le week-end. Moi, j'adore cette ambiance autour des halles le week-end avec tous ces gens qui viennent manger un peu d'huître, boire un verre de vin. C'est vraiment très très sympa. Art de vivre. Alors, je vais avoir un point de vue critique un peu. Art de vivre, il y a aussi une forme d'indiscipline quand même qui est un peu chronique. C'est une ville du sud. Oui, mais alors, une ville latine. Foix, c'est dans le sud aussi.
Bayonne, c'est dans le sud aussi. Alors, méditerranéenne, Voilà. Voilà. Donc, ouais, et donc voilà, on a du soleil. Bon, ça, effectivement. Alors, est-ce qu'il est suffisamment exploité? En tout cas, est-ce qu'on le prend suffisamment en compte? Sans doute que non. Précisément parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les gens sont beaucoup des. Moi, on m'expliquait ça, c'est un Nîmois qui me l'expliquait quand je suis arrivé sur Nîmes. Il m'a dit, ici, les gens, ils ne font pas rentrer chez eux spontanément. Ici, il y a beaucoup de gens, c'est des copains de terrasse. Tu les croises dans la rue, salut, ça va, nanana. Mais pour que ça soit possible et que ça soit possible un peu partout, il faut quand même qu'il y ait des endroits où on puisse rester dehors, notamment pendant qu'il fait très chaud. Des places, de la végétation, de l'ombre. Je ne vais pas revenir sur le sobriquet qu'on a pu donner au maire actuel, mais oui, effectivement, il y a peut-être un petit peu trop de béton. Ça manque d'espace de rencontre, justement. Exactement. Et puis quand on... Moi, je vois souvent sur le groupe, des gens disent ouais, j'ai un problème avec tel ou tel voisin. Je dis, est-ce que vous êtes allé le voir? Est-ce que vous avez juste toqué à sa porte pour lui parler? Non. Peut-être que s'il y avait des endroits comme ça où les gens puissent se rencontrer, ça peut être des parcs, ça peut être un pôle commercial. Parfois, je vois à la Croix de Fer, par exemple, il y a un endroit où il y a un caviste, il y a un boucher, il y a une boulangerie, il y a un buraliste. Il faut qu'il y ait des petits endroits comme ça où les gens puissent se croiser. À partir du moment où on croise les gens, on commence à discuter avec, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se régler parce qu'au gré d'une conversation comme ça, on peut dire tiens, au fait, ta voiture là m'embête un peu, est-ce qu'on ne pourra pas trouver voilà, ça c'est... Et ça, c'est typiquement, je pense, du Sud. Ouais, c'est effectivement les copains de terrasse, mais il faut que ça puisse se développer et profiter justement de cette façon qu'ont les gens de discuter dans la rue pour sans doute parfois échanger sur des problèmes de politique et des problèmes de particuliers. On n'est pas toujours obligé non plus de solliciter les politiques pour régler des problèmes qui peuvent se faire entre les citoyens. Oui. Pour ça, il faut qu'ils aient des endroits pour se rencontrer un petit peu partout. Donc il y a cette volonté de discuter, il y a cette facilité à discuter, mais ça manque d'endroits. Ça manque d'endroits. Valérie, toi, tu es plutôt d'accord avec ça? Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Sur le côté terrasse, copain de terrasse et manque de lieux d'échange. Moi, ce qui m'a frappé depuis quelques temps, là, finalement, je me promène dans la ville et je me dis « Ah bah tiens, lui, je le connais. Ah bah tiens, je le connais. » Finalement, ce centre-ville, là, l'Écusson, on se rend compte qu'en se baladant, soit c'est des gens que l'on connaît vraiment, avec qui on peut échanger, donc des figures connus, soit ce sont des gens, finalement, lui, je le croise tous les jours, je le vois tous les jours. Donc, il y a cette proximité quasiment naturelle et on se rend compte que le centre-ville, c'est vraiment le lieu où tout le monde on va en terrasse, on se connaît quasiment tous de vue, en fait. Et là où je te rejoins complètement, c'est le biais inverse où, en fait, on se connaît, on se voit, mais on ne se parle pas. Vraiment. C'est dû à quoi, selon toi? Alors là, je n'ai pas la réponse. Et toi, par exemple, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir des personnes que tu connais? Non, mais moi, je ne suis pas dans ce cas-là. Moi, je vais voir moi, je parle à tout le monde. J'échange absolument avec tout le monde. Je ne sais pas, peut-être que les gens sont un peu timides dans leur coin. Enfin, pas timides, mais n'ont pas forcément envie. C'est peut-être pas naturel. Même si on est du Sud, on est peut-être plus extravagant. Peut-être un tout petit peu plus superficiel et que si on essaye de rentrer en contact direct, comme il le disait, on n'invite pas forcément chez soi, on se voit sur la terrasse. Et il y a peut-être cette impossibilité de vraiment communiquer. Peut-être que les politiques, effectivement, on peut essayer de créer, de mettre en avant des événements un peu plus dans ce sens-là pour remettre du lien entre les citoyens. Alors, pas forcément par un biais festif, mais ça peut être, je sais pas moi, des associations de quartier ou autres qui mettent en place un spectacle fait avec les habitants, pour les habitants du cru ou ceux d'à côté. Mais effectivement, recréer du lien social me semble prioritaire aujourd'hui. En dehors de la terrasse de café, cela dit, c'est très bien quand même. Hein. On est d'accord que ça ne doit pas se passer qu'en centre-ville. Oui. Et pour moi, on a la chance d'être une ville à taille humaine, comme on dit. Et pour moi, il y a un concept qui s'appelle la ville du quart d'heure. C'est-à-dire développé par Carlos Moreno. Ouais, et qui dit qu'on doit pouvoir faire à peu près tout à un quart d'heure de chez soi. Alors, on doit pouvoir voir un médecin,
avoir quelques services, faire des photocopies, avoir des commerces, prendre l'air, avoir un parc. Et peut-être il faut développer ça et que tout soit pas en centre-ville, quoi. Là, par exemple, je vais en citer un autre pôle comme ça. C'est au début de la route d'Alès. Et au bout du Kennedy Pompidou, là, il y a un pôle commercial, il y a un fromager, il y a un boucher, ça vit, quoi. Et il faut qu'il y ait, je pense, que tout ne se passe pas en centre-ville non plus, quoi, parce que de fait, ces gens qui sont, eux, à l'ouest, par exemple, de ce pôle-là, c'est déjà 20 minutes pour arriver en centre-ville, à pied, donc... Mais peut-être par les biais des comités de quartier ou des associations de quartier, promouvoir un peu plus ce genre de lieux. Mais encore faut-il que le citoyen s'empare des comités de quartier, parce que je ne sais pas à combien ils sont dans les comités de quartier, mais sans doute qu'il pourrait être plus. Julien, comment justement on préserve cet art de vivre et comment on le développe à travers la politique? On le préserve en essayant d'avoir un développement raisonné. Aujourd'hui, Nîmes, comme tu le dis Bruno, c'est une ville qui est une ville à taille humaine, et je crois que c'est vraiment un de nos atouts considérables. On ne veut pas se développer de manière outrancière, en tout cas c'est pas mon objectif. Il faut qu'on arrive à garder ce calibrage qui en fait notre qualité première de cette ville. On se connaît à peu près tous, il y a une notion un peu d'esprit de village au sein de la ville, et donc ça c'est quand même un avantage, c'est un côté rassurant, ça a aussi un côté fédérateur, et je vous rejoins parfois sur l'approche, il y a un peu de réserve sur Nîmes, les gens sont un peu réservés, on me l'a beaucoup reproché d'être assez réservé, donc je sais de quoi je parle, et il y a aussi une volonté d'ouverture, voilà. C'est à la fois une ville qui veut garder son ADN, qui veut garder ses fondamentaux, mais qui doit aussi s'ouvrir aux autres. Ça peut paraître contradictoire, mais il faut absolument qu'on arrive à ce que Nîmes puisse s'ouvrir à la fois vis-à-vis de sa population, mais aussi vis-à-vis de nos voisins et vis-à-vis du public entrant, qui se sentent bien accueillis chez nous, qui se sentent bien. Tu vois, tu donnais l'exemple tout à l'heure, Bruno, il dit « je suis un Nîmois d'adoption », mais ça fait déjà des années que tu habites sur Nîmes. Voilà, normalement, il y a plein de villes où la personne, dès lors qu'elle habite depuis 2 ou 3 ans, elle se sent appartenir à cette ville-là. Et c'est vrai qu'à Nîmes, c'est pas forcément le cas. Donc notre objectif à nous, c'est que les gens se sentent concernés. Donc il y a un rôle de fédération, un rôle de solidarité qui doit être mis en place. Et un des projets qu'on va proposer dans le cadre de cette campagne municipale, c'est un projet qui s'appelle « Une place, un quartier ». L'idée, c'est qu'on puisse identifier des quartiers. On a la chance d'avoir des quartiers qui ont des spécificités, qui ont une histoire, qui ont des particularismes, et qu'au travers de ce quartier, c'est parfois des quartiers qui se sont développés pas forcément d'une bonne manière, qui se sont paupérisés, qui ont perdu leur commerce de proximité, qui ont perdu leur population, donc il y a eu des changements. Il y a parfois des identités différentes, et malheureusement, il y a parfois de la pauvreté dans certains de ces quartiers qui sont parfois de la première couronne. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de recréer une place, un peu comme revenir à la base même de la vie en société avec le concept d'agora, de créer une place au sein de ces quartiers, et que dès lors, on puisse travailler sur de la commercialité, réinstaller des médecins, réinstaller des commerces de proximité, travailler sur des logements qui soient plus adaptés et qui soient plus dignes que ce qu'il peut y avoir dans certains quartiers. Moi, je prends 2 exemples. Il y a la Placette, qui est pour moi un quartier historique de la ville. C'est un quartier qui est un quartier au départ avec une communauté gitane, une communauté de tziganes, où il y avait de la vie, la movida, comme on dit en Espagne. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un quartier qui est en train, malheureusement, de décliner progressivement. Aujourd'hui, il y a une place. Cette place, il s'y passe rien. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer un projet sur cette place et qu'on puisse travailler avec la foncière, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec les CPTS par rapport aux médecins, pour qu'on puisse reproposer des commerces de qualité et des offres et des services de qualité. Et l'autre exemple, c'est Gambetta. Moi, je le vois, j'ai été élu pendant 5 ans à l'urbanisme. On a aujourd'hui 2 terrains qui sont sur la rue Clérisseau, 2 terrains vagues qui sont clôturés. Il y a des quartiers, des comités de quartier qui ont fait des consultations, qui ont fait des propositions. Je trouve tellement frustrant d'avoir dans un quartier qui est un quartier qui vit bien, avec une approche culturelle, une approche sociale, qui a vraiment un charme, et qu'on ait ces 2 parcelles qui sont clôturées, qui sont entre guillemets murées, qu'on n'y fait rien. Moi, j'avais eu l'occasion d'en parler avec Jean-Paul Fournier en tant que maire. J'avais dit, voilà, maintenant, il faut qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on réalise un projet? Est-ce qu'on ne réalise pas? Mais il faut qu'on le dise. Et là-dessus, malheureusement, ça n'a pas avancé. Il faut absolument que dans le cadre de cette campagne municipale, on puisse proposer des projets. Il y a Gambetta, il y a la Placette, il y a aussi sur le secteur en bas de la rue Vincent Feyta, il y a plein de sujets et plein de quartiers dans lesquels il faut faire. Et là où je te rejoins Bruno, parce qu'il faut aussi savoir parfois être réaliste par rapport à ce qu'on a pu faire, un des écueils de la politique qu'on a menée depuis près de 25 ans, c'est que parfois, je pense qu'on a un peu trop privilégié le centre-ville au détriment de certains quartiers. Alors aujourd'hui, oui, il fallait magnifier les cuissons, il fallait embellir la ville, le centre-ville, de beaux aménagements urbains. Sauf que quand on regarde les quartiers de première ou deuxième couronne, parfois ça laisse un peu à désirer.
on a un peu délaissé, je trouve, d'un point de vue des politiques publiques. Et il faut absolument qu'on arrive à avoir une approche équilibrée et que les uns ne se sentent pas délaissés par rapport aux autres. Et je pense qu'on gagnerait aussi en termes de qualité vis-à-vis de certains quartiers, si on rénovait les voiries, si on faisait les trottoirs, s'il y avait rénover l'habitat. Quand aller construire des bars en 3e couronne, parfois il y a du foncier, oui. Il y a de l'habitat existant. On peut il y a plein de secteurs sur lesquels je pense qu'on a malheureusement un peu mis de côté ou un peu laissé de côté certains quartiers. Et c'est un des reproches qu'on peut nous faire. Et je trouve clairement que c'est un des reproches qui est réaliste par rapport à cela. Et il faut absolument qu'on puisse l'améliorer. Alors moi, je voudrais t'interroger, Julien, sur un sujet. Je suis désolée, je rebondis là-dessus. Mais sur le podcast, il n'y a pas de souci. Au sujet, tu viens de parler de médecins. On est en désert médical, je pèse mes mots à Nîmes. Tu veux changer de médecin généraliste, tu peux pas. Enfin, ou en changer ou en avoir un. Si tu es nouvel arrivant à Nîmes, c'est une catastrophe. Ophtalmo, même combat. Dermato, même combat. Bon, je vais pas tous les égrener. Qu'est-ce que le politique, le pouvoir public, le maire, puisque là on est au niveau de la commune, est en capacité de faire? Et est-ce que sur Nîmes, on peut faire quelque chose? Et si oui, quoi ou comment? Oui, on peut faire. Aujourd'hui, l'exercice de la profession de médecin, il a changé. Malheureusement, l'approche libérale telle qu'on l'avait il y a une quinzaine d'années, elle a complètement été bouleversée. Le médecin généraliste qui vient à domicile à 22h parce qu'un enfant il a 42 fièvres, malheureusement, on ne l'a plus. C'est ainsi, les médecins souhaitent aussi travailler différemment et travailler dans un exercice coordonné de leur profession. Donc il faut qu'on puisse s'adapter par rapport à cela. La chance qu'on a à Nîmes, c'est qu'on a une fac de médecine en lien avec l'université de Montpellier. On a un CHU qui fonctionne très bien et qui se développe. Donc on a un vivier potentiel de médecins à accueillir. Sauf que, même problème, la plupart vont à Montpellier. Ils vont à Montpellier parce qu'ils considèrent que c'est plus attractif. Sauf qu'à Nîmes, on a besoin de médecins et on a surtout une population qui n'a plus de médecins aujourd'hui. Donc il faut absolument que la ville, ou plus globalement les pouvoirs publics, soient à l'initiative de création de maisons d'exercice coordonnées, c'est-à-dire une sorte de MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, pour permettre aux médecins d'avoir un projet clé en main. Le médecin, il n'est pas agent immobilier, il n'est pas promoteur, il ne fait pas les travaux. Lui, le médecin, ce qu'il veut, c'est juste avoir des locaux adaptés par rapport à sa profession et qui ne soient pas seuls, qui soient en lien avec des praticiens généralistes, mais aussi des praticiens spécialistes ou bien des paramédicaux. Et dès lors que la ville pourra proposer des projets clés en main à ses médecins et aux professionnels de santé, et bien à ce moment-là, on pourra être force de proposition en ce sens. Un exemple, ma collègue Dolores Orley-Moreau, qui est dans l'aventure avec nous au travers de Nîmes Avenir, elle s'en est occupée pendant 4 ans. Elle a essayé de fédérer, elle a essayé de séduire les internes pour leur dire, écoutez, vous venez de finir vos études, installez-vous sur Nîmes, le foncier est pas cher, vous aurez des patients, il y a des pharmacies et tout. Ça a été un des moyens pour permettre à les séduire et à les attacher sur la ville de Nîmes. Mais il faut aussi qu'on propose ces créations de maisons médicales. Ça fonctionne très bien. Il y a un exercice coordonné. Le patient, au moins, il sait identifier très rapidement quel est son médecin. Et à ce moment-là, on pourra agir. Et là-dessus, c'est très simple. On prend avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, avec la CPAM, l'assurance maladie, avec l'ordre des médecins, on fait une vraie étude sur Nîmes, là où est-ce qu'il en manque, où est-ce qu'il y a des populations qui n'ont plus de médecins. Et à ce moment-là, dès lors qu'on cartographie, qu'on fait une étude, on priorise tel ou tel quartier. Et à ce moment-là, on arrive à donner envie. On ne va pas obliger. Clairement, on ne peut pas obliger, c'est un exercice libéral. Mais par contre, la profession a évolué. Voilà. Et ça, il faut qu'on s'adapte par rapport à ça. Donc le politique est à la manœuvre pour se rendre être à l'initiative. Attractif. Bien sûr. C'est ce qu'on a fait. Moi, je me souviens, j'avais travaillé en tant que président de la SPL Agathe avec les médecins de Trait d'Union sur le secteur de Pissevin pour qu'on puisse les positionner de manière pérenne au sein d'un bâtiment. Ça a été très compliqué, mais à la fin, on y est arrivé. Parce qu'à un moment, ils se sont sentis aussi écoutés et surtout, ils ont eu des outils, on va dire, institutionnels qui les aidaient par rapport à cette installation-là. Voilà. Médecin, vu les journées qui se fait, et il ne peut pas se permettre d'être en lien avec l'architecte, de travailler sur l'agencement intérieur, sur le financement et tout. Donc voilà, il faut leur proposer des projets clés en main. Et c'est comme ça qu'on arrivera à les fixer. Merci. Merci à tous pour cet échange.
Est-ce que vous avez un dernier sujet à ajouter ou peut-être une réponse à ce qui vient de se passer? Là, comme ça, spontanément, non. Non. Sans doute Je que oui, suis mais mon là, spontanément, non. Non, mais très bien. Julien, quel sujet on attend prochainement sur ces épisodes? L'idée, c'est qu'on puisse proposer ce type de format, on va dire, environ une dizaine de fois jusqu'à l'élection et qu'on puisse avoir à peu près tous les domaines qui concernent la ville. Donc, on va parler d'attractivité, on va parler d'enseignement supérieur, on va parler d'événements, on va parler de sécurité, on va parler de questions d'environnement aussi, pour permettre à ce qu'on puisse donner la parole. Moi, vraiment, je tiens vraiment à remercier Valérie et Bruno parce Merci que beaucoup. c'était un coup d'essai. Voilà, on savait pas trop comment ça allait se passer. Je suis ravi de la qualité des échanges et aujourd'hui, c'était nos 2 témoins, on va dire, du jour en tant que Nîmois, 2 acteurs de la ville. Et voilà, et c'est comme ça aussi qu'une ville se construit. C'est pas forcément avec des discours, avec des projets. La ville, elle se construit aussi avec des témoignages, des histoires et du vécu. Et aujourd'hui, très clairement, au travers de leur profil et de leurs témoignages, ça nous a permis d'avoir un regard sur un certain nombre de sujets et on a pris le temps. Et dans une société aujourd'hui où on va vite, le zapping, où on s'arrête peu, le fait de se poser pendant presque 1 heure ensemble pour échanger sur l'avenir de la ville, je trouve que ça a du sens. Et en tout cas, j'espère que ça a du sens. Oui. Et que Parce qu'il y a donner la parole et être à l'écoute. Ouais, et carrément. c'est bien de prendre ce temps-là. Carrément. Merci à tous pour l'écoute. Merci. Et puis on se voit Merci. très vite pour un prochain épisode.